Et voilà, on est parti. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec François et Julien. Salut François. Salut tout le monde. Salut Julien. Ouais, bonjour. Bon, c'est cool que vous ayez accepté. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Surtout, vous avez des backgrounds un peu différents, à la fois entrepreneur et puis toi, François, tu as pas mal bossé en scale-up, en boîte américaine et tout ça. D'ailleurs, on a fait un autre podcast Tout à fait. ensemble que vous pouvez écouter qui s'appelle Autodidacte et qui est hyper intéressant sur le parcours de François. Mais là, l'idée aujourd'hui, c'est évidemment de parler de votre activité d'investisseur en startup. Première question, vous avez commencé quand, en quelle année à investir en startup? Alors, moi, pour ma part, j'ai commencé tard. J'ai commencé fin 2020, fin 2021. Donc, Ok, ça fait 2 ans et demi, 3 ans à peu près. ok. Et fin 2020, avec quel âge à peu près? Fin 2020, j'avais 36 Ok. Et tu avais vendu une boîte. et j'avais vendu 2 boîtes, ouais, Ok. tout à fait. Toi, François? Alors moi j'ai commencé, je devais avoir, je sais plus maintenant mon grand âge. Non, j'ai commencé en 2016 et en 2016 j'avais pratiquement 40 ans quoi. Ok. 2016, tu as commencé. Toi, tu étais à l'étranger à ce moment-là? J'étais à Londres. Ouais. Ok, ok. Et donc, tu as commencé à investir dans des boîtes de Londres plutôt? Dans des boîtes, alors dans une boîte américaine Ok. et ensuite dans des boîtes plutôt françaises. Ouais. Ok. À date, donc en 2024, toi, 8 ans après avoir commencé, combien de tickets investis à date? En Alors, nombre? je te dirais pas exactement plus d'une vingtaine, à moins d'une trentaine entre les deux. Ok. Toi, Julien? 10, Ok. grosso modo. Ok. Sur les 10, sur les 30, il y en a combien qui sont mortes? Combien qui restent encore en vie aujourd'hui? Pour l'instant, moi, j'en ai une de morte. Sur les 10. Ouais, sur Ok. les 10, une de morte. Ok. Moi, j'en ai une de morte, mais j'en ai quand même quelques-unes que je citerai pas ici qui sont sur la fin. Ok. Ok. Et combien, à l'opposé, ont une belle croissance où vous vous dites là, il y a un truc à faire? Alors pour ma part, il y a eu quand même pas mal de ces investissements qui ont eu lieu dans les 2-3 dernières années. Donc c'est tôt pour dessiner des trajectoires. Ouais. D'autant plus que j'écoutais le dernier podcast et c'est vrai que tu as fait ici. Et le fait que les startups vont faire des pivots, c'est quand même la réalité. Assez rapidement, on se rend compte que l'idée sur laquelle on a investi n'est pas forcément celle qui va rencontrer la croissance. Donc j'ai quand même pas mal de boîtes qui aujourd'hui ont pivoté et plus ou moins, on va dire, avec succès. Donc pour répondre à la question, ceux qui sont aujourd'hui sur des belles trajectoires, je dirais que c'est 10-15% Ouais, bien sûr. du portefeuille. Ce qui est assez logique en fait quand tu regardes les stats dans le VC. Ouais. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que, si tu veux, j'ai commencé à investir. Souvent, le mot start-up est peut-être un peu galvaudé. On a l'impression qu'une start-up, c'est une boîte tech, essentiellement. Et moi, j'ai commencé à investir dans des start-up qui ne sont pas vraiment des start-up, mais par exemple, l'investissement. Alors, je pense que les deux termes vont être un peu antinomiques peut-être, mais j'ai fait du early stage dans une menuiserie. Ok. Alors, c'est des choses où on peut se dire OK. Donc ça, c'est en croissance, mais ça ne fera jamais une boîte à 1 milliard. Ok. Parce que ça reste de la menuiserie, ça reste... C'est de la menuiserie, mais est-ce que c'est de la menuiserie différente? Et c'est de la menuiserie différente dans la façon de communiquer, dans la façon, où on est très digital, etc. Peut-être dans la façon de fabriquer. Ok. Mais ça reste quand même un métier manuel. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Au Lavage, qui OK, ça reste une plateforme de réservation, mais c'est Clara Beignac qui a monté cette société-là, qui a créé des séjours à la ferme, donc pour que les citadins puissent aller découvrir chez des producteurs des métiers dans la production, etc. Donc, ça, c'était au tout début de mes investissements. C'est des métiers que j'aime bien. Effectivement, toutes ces boîtes-là sont en croissance, mais c'est de la croissance beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus Moins dire explosive. simple et facile, mais déjà, moins explosif. Ouais. Et deux, sur des marchés où on a, quoi qu'il arrive tout de suite, on n'a rien inventé. Il y a de la demande, en fait. Mais est-ce que tu penses que c'est plus safe? Alors, ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore de données sur la stat, mais mes derniers investissements sur des boîtes vraiment très tech, type Primo, on en parlait,
type NoPillow, où il y a de l'intelligence artificielle, etc. Ça, j'ai pas de stats encore parce que c'est trop récent. Donc je dirais oui, moins explosif, philosophiquement différent, c'est-à-dire qu'on va accompagner au plus près des fondateurs et on va investir sur des marchés qui nous touchent. Et on sait qu'on ne va pas faire des sorties de dingue, mais on peut avoir, dès la première ou dès la deuxième année, un petit retour sur investissement, entre guillemets. Quelques dividendes, tu veux dire ? Rien qu'en dividendes, quoi, c'est ça, exactement. Et c'est des boîtes dans lesquelles tu rentres sur des valos plus basses, généralement, que les valos tech ? Ça n'a rien à voir. Et en termes de pourcentage, on peut arriver à prendre 20-30% sur des tickets de 15-20 000 euros. Là où, à contrario, sur des boîtes très tech, en ce moment, je pense qu'on est dans le même cas, on rentre effectivement sur ces mêmes tickets, 10 000 euros à peu près, mais avec... t'as même pas 1% de la boîte, clairement. Non, t'as même pas 1% de la boîte. Après, les valos sont plus tout à fait les mêmes qu'à une certaine époque aussi, en ce moment, sur les boîtes tech. Tout à fait, mais depuis 2-3 mois, on a tendance ça recommence à repartir sur des trucs assez forts. Est-ce qu'il y en a dans lesquels vous avez réinvesti plusieurs fois ou pas, dans votre portefeuille ? Moi, j'ai eu l'occasion. Et c'est une question qui vient un peu plus tard, donc je ne vais pas l'aborder tout de suite. Mais pour différentes raisons, j'ai choisi de ne pas y retourner. Alors que, en général, c'est plutôt bon signe quand il y a une nouvelle levée. Philosophiquement, je n'ai pas voulu y retourner. Mais là, l'exemple que tu cites, c'est une boîte qui avait levé son seed ou son pré-seed avec des angels et qui a ensuite levé avec un fonds, donc la trajectoire un peu classique. Et là, donc, lors de la série A ou du gros seed, avec le fonds, tu n'as pas voulu suivre ton prorata. Ouais. Ok. Exactement. Mais si tu veux, on peut en parler maintenant, même si je peux. Donc, non, en gros, tu vois, pour revenir à ta question de la croissance, je rebondirais aussi sur... parfois, tu ne vas pas chercher le multiple. Tu vas chercher à répondre à quelque chose qui a plus de sens. Et là, en l'occurrence, on est sur une boîte donc je fais attention parce que je ne vais pas la citer. Je vais éviter de donner les noms et compagnie. En gros, on est sur une boîte qui démarre d'une vraie conviction. Qui est dirigé vers le durable, la nature, le bien-être animal en l'occurrence. Ce qui est en général différent d'une start-up où tu cherches pas toujours à changer le monde, tu cherches à faire des multiples, et puis que ce soit pour les fondateurs, les investisseurs et compagnie. Et donc là, parfois, tu es fine avec l'idée que tu ne feras pas des gros multiples et que ce que tu demandes à cette boîte, c'est qu'elle ne se travestisse pas pour de l'argent. Et là, en l'occurrence, c'est la nature des fonds qui ont suivi, qui ont leadé le tour en question, ne me convenait pas philosophiquement. Et d'ailleurs, c'était un contraste dingue avec la boîte. Avec la boîte. Et puis... C'est intéressant ça, parce que c'est assez rare en fait En fait, comme Angel, tu dois effectivement faire un peu tes due deals aussi sur les autres invests et les autres invests qui arrivent après toi, quoi. Et ça, c'est intéressant de se dire, attends, est-ce que cet invest-là, il fit avec la boîte et est-ce qu'il fit avec moi, pourquoi je suis dans la boîte, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été complètement transparent avec les fondateurs, c'est une fondatrice, qui m'a proposé de remettre au pot, et je lui ai clairement dit que moi, l'investisseur en question ne me convenait pas, et que c'est l'occasion aussi de donner des feedbacks. Mais sinon, et d'ailleurs, pour finir là-dessus, si j'avais pu, je serais sorti. Malgré le fait que c'était des BSA et que le multiple n'aurait pas été dingue, mais bon. Alors, j'ai une question que je pose souvent, mais on y a partiellement répondu. Je demande, est-ce que vous investissez que dans la tech ou dans d'autres secteurs? Alors, toi, Julien, évidemment, tu as répondu. Toi, François, tu investis aussi hors tech ou pas? Alors, après de l'immobilier, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le sujet ici. Après, oui, il y a d'autres investissements qui sont
des montres ou ce genre de choses, mais c'est pas non plus le sujet. Et sur les investissements, ouais, c'est quand même. Moi, il faut qu'il y ait de la tech. Il faut qu'il y ait de la tech, ouais. Ok. C'est quoi? Est-ce que vous avez un secteur d'activité et une maturité de boîte que vous préférez, ou vous pouvez rentrer à n'importe quel secteur, n'importe quel métier, n'importe quelle maturité de boîte? Moi, en tant que créateur d'entreprise, c'est ça qui m'anime, c'est la création. Même si là, depuis quelques temps, je suis sur de la reprise, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a animé depuis une dizaine d'années, c'est la création. Je reste vraiment sur des typologies d'investissement early stage. Et si je peux participer à la création, c'est encore mieux. Ok. Donc, j'ai jamais, si tu veux, fait d'investissement sur même rien, enfin, de la série A. Pour moi, c'est déjà beaucoup trop tard. C'est déjà beaucoup trop tard. C'est un autre monde. Je pense que c'est d'autres montants, même si on passe par des schémas type SPV en série A. Moi, c'est quelque chose. Je suis assez dubitatif sur le truc. C'est pas mon rôle d'investir là-dessus. C'est pas là où tu es à l'aise. Ouais, c'est pas là où je suis bon, même si je sais même pas si je suis bon en early stage pour l'instant, parce que j'ai fait 0 sortie. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est là où je me le sens le plus à l'aise. Ouais. C'est l'early stage où on peut discuter encore avec les fondateurs du produit, comment il part, etc. Alors, sans être le mec, le tonton chiant, qui vient, un mec qui a mis 1000 balles et qui ce truc horrible. Mais en tout cas, si on me demande, voilà, j'aime donner mon point de vue et je peux le donner beaucoup plus facilement en période de création qu'en période vraiment de croissance ou autre. Ouais, parce que toi, François, tu as un profil un peu différent à la base. Tu es moins un créateur d'entreprise que Julien. Du coup, est-ce que tu es aussi à l'aise sur l'early ou tu es plus à l'aise sur la phase de scaling où là, je pense que opérationnellement, tu es plutôt bon, tu es plutôt doué pour ça, quoi? Moi, j'ai pas les moyens d'être dans autre stage que le early stage. Parce que les tickets sont beaucoup plus gros. Ouais. Parfois, oui, c'est beaucoup plus safe d'être plus tard. Mais moi, mécaniquement, j'ai eu du réemploi à faire en 2021. C'est là où j'ai vraiment... le fameux 150 au Better. Voilà, exactement. Ouais. Donc, j'ai eu une surface d'investissement qui était plus importante. Et à ce moment-là, les valos étaient quand même sur du PowerPoint, étaient tellement élevés que... et puis même les tickets minimum. Ouais, 2021 c'était dur pour le 150 Better. Donc du coup, moi c'est pas que je serais contre investir plus tard, parce que donc tu limites le risque quand même. Mais voilà, j'ai pas les moyens de le faire. Ok, intéressant. Parce que souvent en early stage, on dit que ce qui compte c'est l'équipe. Est-ce que vous avez une typologie de fondateur que vous préférez? Non, moi sur l'équipe, non, parce qu'on parlait des biais cognitifs, c'est quand on voit sur le papier, j'ai pu investir dans une boîte là. Alors, je rebondis, je ne sais pas si on va en reparler, mais on a parlé tout à l'heure de remettre au pot, comme on dit, parce que ça vient vraiment là, pile poil, c'est le bon timing. J'ai investi dans une boîte où le mec était repeat entrepreneur, il avait monté une super boîte qu'il avait revendue à Adobe, etc. Donc vraiment, tu te dis... Et c'est là où on tombe dans ce biais-là, on se dit putain, il a déjà fait quelque chose d'énorme, il s'entoure de mecs qui ont l'air monstrueux sur le papier, on y va. Ça a tenu 1 an. Et au bout d'1 an, tout cramé. Et là, il dit je pivote, est-ce que vous voulez bien remettre au pot? Je crois que je sais de quelle boîte tu parles. Et là, le pivot, il faisait beaucoup moins rêver que la boîte de départ. Donc là, j'ai pas remis en fait au pot. Et c'était pas... Alors, toi, ta raison était tout à fait viable, etc. Moi, c'est une autre raison. C'est parce que vraiment, le pivot ne me convenait pas. Donc, c'était pas philosophique, etc. Ouais. C'était vraiment une question de business. Le pivot ne me convenait pas. Donc, j'ai préféré arrêter. Mais oui, en soi, moi, on le dit souvent, à chaque fois, les podcasts, tous les conseils qu'on a pu me donner, c'est l'équipe. Alors moi, j'ai un petit côté un peu pirate. Du coup, je regarde pas trop l'équipe parce que je me suis fait avoir. Attends, ça veut dire quoi, regarder pas trop l'équipe? C'est-à-dire que j'ai déjà investi dans 2-3 startups dernièrement, là, avec toi d'ailleurs. J'ai
pas eu de call avec les fondateurs. Ok. Je ne voulais pas avoir Ok. de call avec le fondateur. Ça, c'est marrant parce que c'est pas politiquement correct de C'est dire pas ça. non, mais je ne voulais pas avoir de call avec le fondateur pour justement retirer ce biais-là. Alors, je sais que pourtant, ça fait partie de l'équation, que l'équipe fait partie de l'équation pour la réussite d'une boîte. Je l'ai vu moi-même, mais je sais pas. J'ai ce truc-là de me dire... j'ai eu une mauvaise expérience une fois. On va regarder si sur d'autres facteurs, je peux... C'est très intéressant ce que tu dis sur les biais. Ça veut dire que tu t'es dit, parce que si je vois l'équipe, je vais avoir un biais dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Et donc, je retire ça. Exactement. Ok. Donc moi, c'est un peu mon truc, je retire ça maintenant. Et alors, à tort ou à raison, attention, à tort ou à raison, je prends moi l'investissement early stage aussi comme une vaste table de roulette, parce qu'il faut aussi se dire la vérité. Elle a 36 cases, tu as 10 jetons, tu as des mecs qui sont capables de mettre sur 36. On parlait tout à l'heure de surface financière, moi, absolument pas. Ouais. Donc, je vais mettre sur 10 cases, et puis on verra bien. Donc, j'essaie de faire appel à mon bon sens. J'essaie de faire appel à... Tu vois, j'ai un pied entre deux mondes. On parlait tout à l'heure de moi de mes investissements dans des menuiseries, dans des trucs comme ça, et à la fois dans des boîtes super tech. Donc, j'ai ces deux trucs-là. J'essaie de sécuriser mes investissements. Je pense avoir remboursé rien qu'en dividende sur mes boîtes un peu où je sais qu'elles cartonneront jamais, où je revendrai jamais. Mais rien qu'en dividende, je suis à 0. Ok, c'est déjà vachement bien. Grosso modo, je suis à 0. Donc... Voilà, donc effectivement, ce biais d'équipe, moi, pour ma part, je l'ai totalement supprimé de ma matrice. C'est très intéressant parce que c'est pas un discours qu'on entend beaucoup. Tu voulais dire, toi, François, sur les équipes, un peu, tout ça Alors, sur les équipes, bon, moi, je pense que j'ai commis à peu près toutes les erreurs possibles. T'es pas le seul. Bon, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, mais ouais, alors bon, les biais, moi, par exemple... qui n'est pas de diplôme, rien du tout, c'est clair que quand je vois un mec polytechnicien ou quoi, je me dis, lui, il saura faire. Il sait. Et en fait, il y a probablement beaucoup de polytechniciens qui sont excellentissimes. Pour les startups où il faut se tromper vite, décider rapidement, machin et tout, est-ce que, in fine, c'est les meilleures personnes pour la gouvernance d'une boîte, pour la... bon, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, il m'est arrivé d'investir en me disant, les mecs, ils sont tellement câblés que tu diminues quand même ta part de risque. Alors, il y a ça. Il y a aussi eu, dans mes erreurs, peut-être des investissements... bon, ça, c'est pareil, c'est politiquement incorrect, mais il y a eu quand même un vrai FOMO sur les femmes investisseurs. Ouais. Et donc, attends, femmes investisseurs ou femmes entrepreneurs, pardon. Ok. Et à un moment, bon, j'allais dire jadis, mais c'est pas si vieux, un BA sortait en tour B. Donc moi, ma thèse d'investissement, c'était de me dire, bon voilà, une bonne équipe, ça, avec des chiffres corrects, ça saura convaincre pour un tour A. Ouais. Et puis probablement, si tu iras au tour B, et puis toi, en tant qu'angel, tu sortiras. Ce qui est une bonne thèse, pourquoi pas. Ce qui est plus vrai. Ouais. Ce qui est plus vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en tour B, ils sortent plus difficilement en fait, les angels. Disons qu'en ce moment, en 202024, il n'y a plus de tour B. Il n'y a plus de tour B, mais quand il y en a, bon, parce que c'est de la paperasse en plus, en vrai. Ça reviendra. Que Dieu t'entende. mais ça reviendra. Ouais, donc l'équipe, pour moi, en fait, ce que j'observe maintenant, c'est que c'est les équipes les plus improbables sur le papier qui créent une complémentarité. Ça veut dire quoi, une équipe improbable ? L'équipe improbable, c'est un pirate d'un côté, un ingénieur de l'autre. Tu vois, parce que les associations, il faut dire aussi ce qui est, c'est que des copains ou des mariés femmes dans une boîte... qui se ressemblent trop et qui ont les mêmes skills. Et puis qu'à un moment, on parle d'argent aussi, tu vois. Donc, c'est que moi, j'ai vu plein de boîtes. Enfin, j'ai plein d'histoires. On va parler des anecdotes. Ouais. J'ai vu des trucs, je me suis dit, mais rien que pour le spectacle, j'étais content d'avoir mis le petit billet pour être sur le strapontin. T'hallucines, quoi. Si on parle de marché maintenant, est-ce que vous préférez un petit marché,
avec peu de concurrents ou un énorme marché avec beaucoup de concurrents? Tu vois, c'est un peu océan rouge versus océan bleu. C'est quoi? Est-ce que vous regardez le marché et c'est quoi un peu vos insights là-dessus? Je commence, je te laisse réfléchir. Vas-y. Ben moi, c'est plutôt voilà. S'il y a un gros marché, on s'en fout des concurrents. Moi, je suis par essence convaincu que une grande partie du succès est dans l'exécution et que bon, l'idée c'est super, mais que si tu exécutes bien, en fait, une partie du gâteau peut te revenir. Et si le marché est grand, une toute petite part du gâteau. Quelle que soit la situation concurrentielle? Que tu te lances face à Uber, bon, pas aujourd'hui, hein, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, c'est assez exceptionnel comme. Chauffeur. Non, mais bien sûr, chauffeur privé. Ouais, ça, voilà. C'est un exemple, moi, ça me va. Hein. Est-ce que c'est un succès? Demain, tu me dis, tu fais chauffeur privé, tu revends 200 millions à Volkswagen, je crois, il me semble. Hein. Enfin, Bon, ouais, mais bon, chauffeur privé, alors oui, financièrement, c'est top. Hein. Maintenant, il n'a pas pris le marché, quoi. Ah, on est complètement d'accord. Non, mais alors, le marché s'étudie. Tu vois, par exemple, nous, je parle de ce que je connais, Lito, on aurait pu se dire, mais attends, il y a Swile. Attends, rappelle juste un peu Lito, ce que c'est. Lito, c'est une boîte c'est un soft qui accompagne les CSE dans la gestion des avantages salariés et surtout qui focus sur le fait que les salariés consomment réellement les avantages qui leur sont mis à disposition par le CSE. Et voilà, quand on s'est lancé, il y avait Swile qui levait, mais des centaines de millions. Hein. Ça t'oblige à te positionner aussi sur un marché. Hein. Y a We Do Gift que tu as reçu. Bien sûr. Voilà. Donc, et puis, il y a des historiques. Les historiques qui captent, en ce qui nous concernait, ils captaient 2/3 du marché. Mais le rééquipement, ça existe. Donc, reprendre des places de marché, ça existe. Et en gros, quand le marché est gros, tu as souvent des historiques qui ont du mal à se renouveler et donc des opportunités d'exit et de revente. Donc, voilà, moi, ça, c'est mon approche. Ok, intéressant. Toi, Julien, sur le marché? J'ai un peu la même approche, mais encore une fois, parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai monté... j'ai eu les deux, en fait. J'avais monté un site internet dans l'éducation. J'ai démarré comme ça, que j'ai revendu. Et c'était un tout petit marché, parce que c'était de la communication dans l'éducation. Donc, c'est un marché qui pesait, à l'époque, même, je dirais, 30 millions d'euros. Minuscule. Minuscule marché. Mais tu as fait ton trou là-dedans. Mais bon, voilà, tu as fait le petit truc. Tu n'avais pas vendu au Figaro, non? Si, exactement, au Figaro Classified, qui voulait renforcer justement sa verticale étudiante. Mais voilà, on a vite vu que ce qu'ils nous proposaient, il fallait vendre parce qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Après, j'ai monté une boîte dans les fruits et légumes. Et là, c'était beaucoup plus intéressant parce que ça reste de vendre des patates et des carottes, mais sur un marché gigantesque. Enfin, la consommation de fruits et légumes en France et dans le monde, c'est gigantesque. Mais tu faisais ça un peu différemment, c'est-à-dire avec des casiers qui s'ouvraient 7 jours sur 7. Après, on a vite pivoté, on est passé sur du local, récolté le matin, vendu à 16h l'après-midi, et c'est là où vraiment ça a pris. Au bout du champ. Exactement. Et voilà, là, le marché est immense, et on fait beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'avec ma précédente boîte, parce que aussi le marché est beaucoup plus grand. Donc là-dessus, moi j'irais sur j'essaye d'aller vraiment sur des marchés vastes, maintenant, même s'il y a beaucoup de concurrents en fait, parce que je pense qu'on peut plus facilement se faire sa place. Vraiment. Mes amis de Fago qui ont démarré, qui étaient dans la même école que moi. Qui sont dans la communauté Super Capital aussi. Frédéric Munier qui a démarré à vendre des baskets. Tout le monde a des chaussures, donc je trouve ça... Enfin, voilà, le terrain de jeu est beaucoup plus vaste. Même si à l'échelle mondiale de la vente de baskets, il représente pas grand-chose, sans vouloir les oui, et là où je suis d'accord avec toi, c'est une super boîte. Et c'est une différenciation forte. Tout le monde en France, beaucoup de gens connaissent la marque maintenant parce qu'ils sont différents. Exactement. Est-ce que c'est important pour vous de regarder, on parlait de FOMO tout à l'heure un peu, qui investit autour de table? Est-ce que c'est une information qui est importante pour vous? Vous en foutez complètement? Est-ce que ça va influencer votre choix?
Bah, toi, tu as répondu un peu tout à l'heure, François, Ouais. dans l'autre sens, c'est-à-dire non, ce mec-là, il vient, donc j'y vais pas. Mais dans l'autre sens. Alors, j'ajouterais aussi une chose, c'est que je sais pas si toi, tu as fait du réemploi, mais le réemploi, comment dire, tu as 2 ans pour le faire. Et en fonction de l'exit que tu as fait, Ça passe vite de sens. ça passe vite. Ouais. Donc, en fait, tu te rends compte que tu as toujours les mêmes usual suspects dans les cap tables, enfin dans les tables de capitalisation, pour être plus clair. Ouais. Et qu'à un moment, ça veut plus rien dire, parce que tu as des mecs, ils ont vendu, ils ont pris patate sur des reventes. Et en fait, ils sont connus parce qu'il y a eu... beaucoup de gens ont parlé de la revente. Très bon point. Mais Très bon point. À des périodes données, effectivement, Ils tu sont retrouves dans les toujours les tours. mecs parce qu'ils sont Exactement. obligés d'être là. bah ouais. Exactement. Bon, après, tu as aussi une vraie question dans l'investissement qui est ton deal flow. C'est d'où ça vient, parce qu'en vrai, c'est le nerf de la guerre. Comme ce deal flow, c'est un peu ça rassemble toujours un peu les mêmes personnes. Moi, je pense qu'il y a plein de dossiers, en fait, au tout début, parce que j'en ai quand même vu par la suite pas mal. Ouais. Au tout début, il y a des dossiers que tu vois même pas, en fait, Bien où sûr. pour le coup, il y a les bonnes personnes, Bien sûr. et que si j'avais su qu'ils étaient... Parce que tu es nouveau dans le game et qu'il Bah ouais. y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont là et qu'ils investissent. Ouais, et puis il n'y a pas de place pour tout le monde, hein. En Bien vrai, c'est même si c'est le jeu de tous les mecs qui lèvent, de se dire, voilà, ils sont sursouscrits, machin et tout, mais il y a toujours de la place. Il y a des boîtes pour lesquelles il n'y a vraiment pas la place. Ouais. Et puis, bon. Ouais, tout à fait. Moi, encore une fois, alors là, c'est pas parce que tu m'invites dans ce podcast que je dis ça, mais en tant que mini business angel, moi, c'est simplement parce que je reçois de ta part les dossiers. Je ne vais jamais sur un investissement un peu comme ça, parce que je reçois dans ma boîte mail salut Julien, on fait ça, etc. Parce que tu es un tiers de confiance pour moi. Ouais. Mais ce que tu veux dire, c'est que, parce que tu as fait aussi des deals hors de Super Capital, les menuiseries, etc. Ouais. Ça, c'était quoi? C'était ton réseau perso? Oui, mais parce que ça, c'est mon réseau perso. Ok. Et je sais que le mec, je le connais, entre guillemets, il est pas loin, et la menuiserie, je connais l'adresse. Ok. Donc j'y vais. S'il y a un problème, tu vois ce que je veux dire. Sur Et des que c'était boîtes- pas le tonton chiant, mais il parle quand même. Mais bon, tous les vendredis, La confiance n'exclut pas le contrôle. je passe une tête le vendredi matin. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le reste, tu as des boîtes, je sais bien même sûr. pas où elles sont situées. Tu passes par un SPV, alors là, c'est terminé en fait. Donc, toi, t'es mon copain. C'est-à-dire que t'es le mec, même si on se croise jamais, bah, t'es mon tiers de confiance. Et t'analyses le truc et je me sens en sécurité, même si les tickets sont pas énormes, je me sens en sécurité. Ok. Donc moi je regarde pas qui est à la table, parce que d'ailleurs il me semble que j'ai pas l'info tant que Pas toujours. pas toujours l'info. Donc moi je m'en fous un peu de qui il y a dans le tour, Ok. mais au moins je sais par qui vient le dossier, Ok. et ça me rassure. Ok. Intéressant. Votre plus gros fail en tant qu'investisseur startup, c'est quoi? Pas forcément où vous avez tout perdu, etc. Machin, mais c'est quoi? On parlait d'anecdotes tout à l'heure, tiens, tu nous as teasé un peu. Bon, là pour le coup, j'ai tout perdu. Donc en général, ton fail. Non, mais les anecdotes. Par exemple, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens du milieu qui vont savoir de quoi je parle, mais je vais pas donner de nom non plus. C'est le fondateur qui se tape l'investisseur, que derrière, il y a un mauvais, comment dire, il y a un mauvais mixte de la place que chacun prend dans la boîte. Ok. Tu as à un moment les salariés qui découvrent le truc parce que les mails apparaissent en historique dans le CRM, que les salariés publient les mails en question, et que bon, la boîte se crache, et puis bon, voilà. Donc ça, c'était sympa. Après, t'as les mecs... Toi, t'es toujours dans des histoires marrantes. J'y suis pour rien, je suis innocent. Et après, non, t'as aussi... Bon, on en parlait un petit peu avant, donc quand on a pris un café ensemble. Je parlais aussi des mecs qui sont... sur le papier, voilà, ils sortent de gros scale-up, machin et tout. Tu te dis, bon, vas-y,
On y va parce qu'ils ont un don de l'exécution. Puis en fait, ils sont portés par le succès de la boîte de laquelle ils viennent. Puis en fait, tu te rends compte que les mecs se payent 120 000 balles avec ton oseille, que ça rembourse leur appartement et que philosophiquement, moi, tu commences une start-up, tu grilles pas 120 000 balles. Quand tu te payes 120 000 balles, ça te coûte 120 000 balles chargées. T'es vendéen. On rappelle que tu es vendéen. Voilà, c'est 120 000, c'est pas 120K, c'est 120 000. Faut se rappeler de ce que c'est. Et accessoirement, tu te dis, bon, il y a quand même un moment, vu que tu payes avec mon argent ton loyer, je viens quand, quoi, tu vois. Non, mais en réalité, ouais, il y a des choses, quand tu les regardes en tant qu'investisseur, tu te dis, c'est proprement hallucinant. C'est même de la déontologie, t'hallucines, quoi. Ok. Vous avez un red flag dans le même genre d'anecdote? Un red flag, vous voyez ça chez la team ou dans la boîte, peu importe. C'est direct no way. Ouais. Alors moi, je vous disais pareil pendant le café, c'est que moi, j'aime la ponctualité. J'aime les mecs qui sont en retard. On a ça en commun, c'est assez rare. Ça me fout des plaques, ouais. Et c'est très bien. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. En France, c'est assez rare. Et alors, je l'ai pas toujours été. Mais je me rends compte quand même que en fait, quand j'ai un avion à prendre, je le rate jamais. Donc, quand tu es en retard à un rendez-vous et que tu n'es jamais en retard à un avion, en fait, c'est la considération que tu apportes au rendez-vous. Tu vois. Et de toute façon, j'aime pas attendre, de manière générale. Et quand, en phase de levée, tu as des mecs qui sont en train de pitcher leur boîte, à qui tu demandes des compléments d'information et que en fait, ça arrive beaucoup trop tard, alors que c'est eux les demandeurs, ou alors, tu vois, les mecs, tu as une visio avec eux, les mecs, ils se pointent 5-10 minutes en retard, pour moi, c'est un red flag. Ouais, ça t'envoie un mauvais signal. Ouais. Ok. Moi, c'est la ligne rémunération dans le deck, en early stage, quoi. Donc, ce que disait François... Alors moi, j'ai découvert après. On le découvre après. En fait. Si elle apparaît, pour moi, je regarde pas le dossier. Ce que tu dis, c'est que dans le use of funds, c'est ça, si tu vois dans le deck, ok, je lève pour me payer, ça c'est un red flag. Ouais. Okay. Alors tu vois, moi j'ai jamais vu ce type d'information. Moi, quand on m'a pitché et je demandais le budget, etc., j'ai déjà vu des mecs me dire, ça c'est pour notre REM. Ouais. Alors, c'était même pas excessif, on parlait même pas de 120 000 balles, on parlait de 30 000, mais voilà, c'était vraiment le début en amorçage. C'était vraiment de l'amorçage. Ouais, disons que c'est mal amené, quoi. C'est mal amené. Je lève. C'est super mal amené. Pourquoi pour me payer. Pourquoi? Parce que t'as pas de chômage. C'est ça. C'est que tu l'as cramé en fait le chômage. Oui. Bon, ça c'est pas possible. Mais bon, là on est vraiment. On démarre, 30 000, moi j'aurais été plus souple. Mais c'est vrai que. Ouais, mais tu vois, c'est dans la manière de l'amener, je pense. Ouais. Manière et philosophiquement, je suis passé par là. J'ai monté 2 boîtes avec que dalle. Chômage. Après, tu t'es chez tes parents, etc. Quand t'as des mecs qui ont 22, 23, 24, qui ont bossé 2 ans et qui ensuite ont cramé leurs 2 ans de chômage et viennent te dire dans le deck, écoute, cette ligne-là, est-ce qu'il faut bien qu'on se paye pour pouvoir faire ça? Moi, c'est mon red flag. Ok. Vraiment. Ok. Les red flags, on en a parlé. Les anecdotes, tu nous en as donné une ou deux. Est-ce que tu en as toi aussi, Julien? Non, moi, je pense que tu connais la boîte. C'est investissement en janvier. Les mecs lèvent pas mal. Je crois qu'ils ont levé 2 millions, quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, c'est une belle levée. C'est une belle levée parce que parce que les fondateurs avaient vendu. Et juillet, on a tout cramé. Wow. Pivot, quoi. 6 mois. Ouais, et pivot horrible. Et attends, 2 millions de levées, et à quel stade? Pré-seed ou seed? Seed. Ok. Seed. Donc, et ils avaient déjà levé avant? Il me semble, un petit peu. Putain. Et donc, waouh, là c'est parti vraiment. Et là, tu peux t'interroger. Donc là, je suis pas rentré dans le truc, mais on peut s'interroger sur la rémunération des gars, etc. Ouais. Après, il faut quand même noter qu'en tant que business angel, moi au départ, je m'étais dit business angel. Ce qui m'intéresse, c'est la partie angel, de se dire voilà, on va pouvoir participer et autres. Pouvoir redonner comment ça s'appelle, à l'écosystème? Non, c'est quand
y a un red flag et qu'il soit au départ ou qu'il y a une anecdote comme ça, en se disant, bah voilà, c'est aussi ton rôle de venir, tu vois, sonner la cloche, dire, bah, les gars, là, en fait, pour votre bien. Ok. Alors, puisqu'on en est là, nouvelle anecdote, des mecs qui, très jeunes, réussissent à faire du secondaire. Donc secondaire, revendre leur part. Revendre une partie de leur part, ouais. Et cash out, quoi, comme on dit, hein. Donc à la levée. Et attends, quel stade? Alors très tôt, vraiment. Secondaire. Moi j'étais en pré-seed, en seed, c'était un seed pas mal. Et donc les mecs qui étaient jeunes ont pu, par l'intermédiaire d'un investisseur, pu négocier un gros salaire et puis du secondaire. Il se trouve que j'avais les mecs sur Instagram et que je les voyais tous les soirs jusqu'à 2h du mat dans les bars un peu select à claquer de l'oseille au lieu de travailler, quoi. Et bon, et toi t'as mis quelques dizaines de milliers d'euros, mais faut pas croire non plus que parce que t'es business angel, parce que t'as mis de l'argent, que tu vas pouvoir réellement changer quelque chose à une dynamique dans une boîte, quoi. Bien sûr. Ça, faut être clair aussi. Ouais, ça c'est hyper important. Effectivement, t'as assez peu de levier en fait. Ouais. T'es toujours minoritaire en fait. Ouais. Donc. Et tu parlais, je sais pas si tu vas nous demander les green flags. Ah bah vas-y. Non, mais parce que il faut le noter, il faut le souligner. Ça me vient là parce que c'est important de donner les red flags, etc. Mais j'ai investi dans une boîte 58 facettes. On est ensemble. Ouais. Voilà, on est ensemble. Très belle marketplace de bijoux seconde main, avec un super fondateur, belle croissance. Je l'ai pas rencontré le fondateur, parce que, encore une fois, je l'ai rencontré. Je veux pas voir l'équipe. En revanche, et c'est là où il faut en parler, je reçois vraiment, c'est hyper régulier, des nouvelles d'eux sur le business. Putain, leur mail est hyper bien fait à chaque fois. Tu as tous les KPI, où ils en sont, etc. Et ça, tu vois, je le dis parce que si demain ils veulent relever sur une série A, une série B, ils ont beaucoup plus ta confiance. C'est sûr. Complètement. C'est sûr. De toute façon, une boîte qui marche pas, elle t'envoie pas les reports. Donc, une boîte qui marche, oui, peut-être, ou en tout cas, tu sens dans le report où va la boîte. Et là, c'est tellement carré, c'est sérieux, et il faut aussi rendre, pas hommage, mais voilà, c'est important de le noter. Parce qu'on a aussi, nous, notre rôle aussi est de porter la voix. Alors oui, on a un intérêt, nous, financier, à porter ça et à faire ça. Mais en tout cas, voilà, nous, notre intérêt aussi, c'est de porter ces green flags au monde, on va dire, pour que cette marketplace continue d'exister, continue de croître, etc. Et quand on a des mecs comme ça en face, putain, on est fiers, même si ça foire, ces gars-là, je leur dis bravo, parce qu'on est fiers d'avoir investi dans une boîte comme ça. Ouais, t'as raison, c'est sérieux. Et surtout, en fait, tu sais, bon, après, ça dépend dans combien de boîtes tu as investi. Tu vois, nous, on est dans plus de 200 boîtes. Voilà. Mais c'est vrai que tu t'en souviens. Quand le reporting, il est organisé, sérieux, carré et régulier, bah, en fait, tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Tu sais que ces mecs-là, ils sont sérieux. Puis tu sais que les mecs pilotent vraiment la boîte. C'est vrai. Parce que ça aussi, tu vois dans certains... moi, j'ai des reports parfois qui ne sont pas super bien faits. C'est un peu... un peu de la littérature. Moi, je veux des maths, en fait. Je veux des rationnels, machin. Mais au moins, tu as quelque chose. Il y a des fois, tu n'as rien. Non, mais tu as quelque chose parce que à la limite, vaudrait mieux qu'il n'y ait rien. Honnêtement. Et quand tu as zéro, c'est peut-être que tu dis ça explose, ils n'ont pas le temps. Et là, parfois. Tu dis, allez, une fois sur 1000, c'est le cas. Une fois sur 1000, c'est le cas. On est d'accord. Et là, tu dis, OK, c'est bon, les gars, on vous laisse. Et ce que je veux dire par là dans 58 facettes, c'est qu'à chaque fois que je reçois ce report, c'est assez incroyable, mais pendant 3-4 jours, où maintenant, dès qu'on me parle de bijoux, etc., je dis, mais putain, va sur cette marketplace, vas-y, etc. T'as raison, le soft power. Exactement. Et ça joue. Hein. C'est assez mais énorme. c'est sûr, parce que en fait, tu l'as en top of mind, et bien sûr. Tout à fait. Est-ce que vous investissez dans des startups en dehors de France ou pas? Ça m'est jamais Alors, arrivé. moi, oui. Toi, oui. Parce que Europe, hein, parce que du coup, c'est éligible. Parce que tu as commencé quand tu étais à Londres, donc forcément... Alors ça, c'est des startups plutôt américaines, pour le coup. Ok. Mais
c'est bon, voilà, dans mon portefeuille, j'en ai une ou deux. Ouais. C'est quand même majoritairement en France, et après, non, j'en ai quelques-unes Europe. Parce que c'était éligible au réemploi. Et vous pensez qu'on peut autant performer en investissant en France dans des startups par rapport à des startups US ou UK? C'est quoi votre position là-dessus, si vous en avez une? Moi, même si je ne l'ai jamais fait, donc voilà, arrêtez-moi si je dis n'importe quoi. Ouais. Mais en tout cas, simplement ma vision extérieure, c'est de me dire, OK, sur le montant de sortie aux US, il peut être beaucoup plus énorme qu'un montant de sortie français. En revanche, vu que tu as 100 fois plus de startups aux US, le risque, ta table de roulette, c'est plus 36, c'est 360. Ouais. Donc, l'un dans l'autre, moi je reste sur mon territoire. Je reste sur mon territoire, je ne connais pas le territoire US, je ne veux pas me lancer là-dedans, sauf à travers effectivement un véhicule que toi tu pourrais mettre en place. Mais voilà. Après, tu as un sujet de liquidité. Moi, les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y a une partie qui sont déjà liquides puisqu'elles sont, elles sont déjà en bourse. Ouais. Donc pour le coup, c'est pas du tout le même stage. C'est pas du tout le même stage. D'ailleurs, pour ajouter quel type d'investissement, moi j'investis aussi pas mal en bourse et les cryptos, machin. Et donc, bon. J'ai pas compté toutes les participations que je peux avoir dans différentes boîtes américaines en bourse. Là, en l'occurrence, c'est les deux boîtes américaines, c'est des participations conséquentes. Et il y a ce sujet-là aussi de la liquidité du early stage. Et là, les boîtes dans lesquelles j'ai investi pour le coup, c'était pas de l'early stage, j'ai eu l'opportunité d'investir plus tard, série C, on va dire, dans l'entreprise, qui n'étaient pas des montants que je ne pouvais pas mettre. Donc pour le coup, ça a été aussi ça ma motivation, c'est de me dire que l'exit, si un jour il y en a un, il sera plus court. Ok. Et c'est quoi un peu toi parce que toi tu as une vision un peu justement un peu différente, parce que les grosses exits que tu as faites, c'est plutôt des boîtes qui ont IPO parce que c'était des boîtes US desquelles tu avais des stocks notamment. Mais en Europe, c'est quoi ta vision? C'est de sortir en série B par exemple? Ma vision, c'est plutôt mon espoir, hein, mais ce qui me paraît encore une fois, c'est en vrai c'est un monde qui change très vite. Mes thèses d'investissement ne seraient aujourd'hui pas du tout les mêmes. Suivre certains FOMO qui n'en sont plus. Puis bon, tu vois, j'ai appris et probablement fort de mon expérience en start-up, machin et tout, je me suis dit que j'étais qualifié pour choisir correctement les boîtes. Et en vrai, j'aurais dû, et là je ne veux pas faire de la pub, mais j'aurais dû me reposer sur des gens qui ont l'expérience. Parce qu'en fait, c'est vraiment comment dire, je pense que c'est un taf à part entière. Bien sûr. Oui, parce que de toute façon, déjà, être entrepreneur et investisseur, ça n'a rien à voir. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et d'autant plus quand, un peu comme Mario en ce qui me concerne, il y a le mur qui me court derrière parce que j'ai 24 mois pour investir l'exit. Franchement, parfois, tu dis, bon, c'est bon. Ok. Toi, si Julien, si tu as les moyens de sortir en série B, tu sors ou tu attends plutôt la session, tu joues plutôt les dividendes? Enfin, comme tu nous disais, sur d'autres types de boîtes, tu joues plutôt les dividendes? Il faut corréler ça aussi à ta vie perso, je pense. Donc là, comme ça, pour moi, je ne vais pas te répondre parce que le temps viendra où, j'espère, j'aurai cette possibilité de sortir. Et en fonction de ma vie personnelle, je pourrais te dire j'y vais ou j'y vais pas. Parce que tu as plein de paramètres qui rentrent là-dedans. Bien sûr. Moi, je n'ai pas une stratégie de fonds. Pas un fonds d'investissement. Je n'ai pas de KPI, etc. Je fais vraiment ça. Mais comme la plupart des BA. Business angel. Voilà, exactement. Donc, imaginons à ce moment-là, je ne sais pas, mon fils doit se marier. Bon, il a 3 ans, donc j'espère que la série B sera un peu précoce. Mais il se marie et tu as besoin. Enfin, tu vois, bien sûr. Bon, tu sors parce que ou tu dois financer des études, ou tu dois machin. Donc voilà, j'ai pas vraiment de stratégie en tête. Ok.
Pour terminer, est-ce que vous investissez dans autre chose que des startups? Alors toi, tu as dit un peu la bourse, toi, tu as dit un peu des boîtes plus tradies. Alors, oui, tout à fait, mais je ne différencie pas. C'est-à-dire que on dit souvent, dans l'investissement, il faut vraiment diversifier son investissement, diversifier son patrimoine. Donc, je fais de l'immobilier, de la bourse, etc. Donc, sur cette partie-là, on diversifie. En revanche, bon là, je ne vais pas trop aller dans ton sens et pas faire trop de pub, mais je trouve que dans l'investissement startup, il faut aussi diversifier. Et diversifier, tu as 100 000 à investir, c'est bien aussi d'aller chercher de l'investissement dans de la création de PME, de commerce, de choses comme ça qui peuvent vite te rapporter un petit peu d'argent Bien sûr. tous les ans Non, pour mais je pouvoir souscris 100%. Moi-même, je fais ça. Voilà, Clairement. Et ça, souvent, les gens voient que par la tech, mais dans votre investissement early stage, allez voir, changer un peu d'horizon, allez voir d'autres boîtes qui peuvent être effectivement plus traditionnelles, qui peuvent plus sentir la terre. Tu y as accès comment? Alors c'est là où moi ça a été que le réseau, vraiment que le réseau, mais parce que j'ai des potes boulangers, j'ai des potes restaurateurs, j'ai des potes menuisiers, etc. Et je parle avec beaucoup de gens, j'adore rencontrer ces gens-là. Et là pour l'instant c'est que le réseau, parce qu'effectivement toute la partie tech, ça y est, elle est bien structurée, l'investissement tech est structuré, mais peut-être y penser. Il y a un truc à faire sur les business plus tradis. Du business plus tradit qui eux peuvent tout de suite te Mais rembourser bien sûr, la somme que bien tu sûr, risques bien sûr. dans du business qui, entre guillemets, fait rêver. Je parle rêver en termes d'argent et de sortie au final. Mais bon, c'est une conversation qu'on avait tout à l'heure sur l'investissement en start-up, qui est présenté parfois comme l'Eldorado. Je pense que c'est important, de par les anecdotes, de par les surprises qu'on a pu avoir sur des équipes qui paraissaient évidentes et autres, c'est que tu gagnes pas à tous les coups. Tu es loin de gagner à tous les coups. Rarement. Et tu peux gagner extrêmement fort, mais c'est très rare. Ouais. Mais bon, en fait, on ne parle que de ça. Tu vois, sur LinkedIn, c'est le mec, il a investi dans la bonne boîte. J'ai fait mon x100. Bah ouais. Donc, ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont vocation à devenir business angel, faut qu'ils sachent réellement le risque que ça comporte, s'adosser aussi à des bonnes personnes. Et aussi peut-être savoir qu'il y a des investissements où le risque, ce que tu évoquais sur les PME et autres, est quand même moins grand. Mais on va pas se mentir, c'est ça qui nous fait aussi investir dans les startups. Moi c'est ça aussi, c'est que tu te dis, putain, ça se trouve sur les 10, il y en a une qui va... Bien sûr. Alors la stat, au final, quand tu te poses, sans froid, etc., tu te dis, la stat, elle joue vraiment contre moi. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller voir. Là j'ai par exemple, typiquement, j'ai en ce moment un boulanger qui a 2 boulangeries et qui cherche des fonds pour ouvrir une 3e. Qui dit rentrer au capital et tout sur la 3e. Bon, ça, typiquement, c'est quelque chose dans lequel je vais aller parce que là, lui, c'est du dividende tous les ans et ça va me financer quelques 2-3 tickets pour les 2-3 ans à venir. C'est ça qui est bien. Bien sûr. Donc ça, au moins, ça permet de... Avant que les Français mangent plus de pain. Exactement. Donc ça, pensez-y aussi. C'est hyper intéressant. Ok, je souscris complètement parce que moi, en fait, l'un de mes investissements un peu de cœur, alors, c'est pas forcément celui sur lequel je vais faire le plus gros multiple, effectivement, mais celui qui fonctionne très bien. Je peux le citer d'ailleurs. C'est l'atelier, ça s'appelle l'atelier Geneviève. C'est des cafés céramiques. Et elle a ouvert son 4e café la semaine dernière. Elle va ouvrir son 5e bientôt. Tu aurais dû me forcer la main un peu plus sur ce dossier-là parce qu'il me l'a proposé. En soi, c'est pas un investissement, qui fait rêver. En tout cas, pas des investisseurs tech. Exactement, tout à fait. Mais c'est génial. C'est top. Bon, merci messieurs. Merci. Moment très sympa passé ensemble. On vous suit sur les réseaux si on a envie de voir un peu votre actu, etc. Toi, je crois que tu as repris une boîte que tu connais bien récemment. Que j'avais cédé en 2019 et que j'ai repris il y a 2-3 mois. Donc au bout du champ, ça s'appelle toujours au bout du champ. Et toi, François, ton actualité? Mon actualité, c'est la fin du earn-out de la boîte qui nous a racheté et plein de nouvelles choses qui vont arriver que vous pourrez suivre sur les réseaux. Trop bien. Bon, merci à toutes et à tous pour votre temps et à très bientôt. Merci. Merci.